L'histoire de Sarah, 22 ans, commence un après-midi de printemps. Cette jeune étudiante était en train de terminer son ménage dans son petit appartement parisien lorsqu'elle reçut l'appel de son amie Amaury. Sarah, t'es au courant? Bonjour Amaury. Au courant de quoi? C'est Maya. Elle a disparu. On n'a plus aucune nouvelle d'elle. Maya était leur meilleure amie. Ce trio inséparable avait grandi ensemble. Sarah étudiant l'art, Amaury avait terminé ses études dans le domaine du sport et Maya, elle, était sur le point d'achever son master en finance à la faculté de Cornelius, à Budapest, en Hongrie, dans le cadre d'un programme Erasmus. Elle s'apprêtait d'ailleurs à passer cette même semaine les examens qui lui auraient permis de valider son année. Aucune raison pour la jeune fille de disparaître subitement donc, d'autant qu'elle est présentée par son entourage comme une fille sérieuse, studieuse, prudente et raisonnable. Attends, tu plaisantes là? Je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours, on parlait de nos vacances en Corse. 2 jours avant, Maya s'était rendue avec des amis au Port Said de Cuba, une discothèque de Budapest. Vers 3 heures du matin, elle quitte la boîte de nuit, selon ses amis, un peu éméchée, mais tout à fait maître de ses esprits. La jeune fille qui aime marcher, et qui était une adepte du semi-marathon d'ailleurs, décide de rentrer à pied chez elle, ou plutôt dans la famille de médecins chez qui elle loge, à 45 minutes environ de marche de la discothèque. Et c'est la dernière fois que Maya a été vue vivante. Depuis, pas une nouvelle, pas un indice. C'est la famille qui l'héberge qui a donné l'alerte, inquiète que Maya ne soit pas venue récupérer les enfants du couple à l'école, comme à son habitude. Elle décide alors de contacter les parents de Maya, qui en ont parlé à ceux d'Amaury, qui s'est empressé de prévenir le 3e membre de leur trio. Ce qui me fait peur, c'est que les autorités hongroises n'ont pas l'air de prendre l'affaire au sérieux et la France refuse d'intervenir. Je sais pas quoi faire. Alors c'est simple, on prend un aller simple pour Budapest et on rentre pas avant d'en savoir plus. Ouais, tu m'enlèves les mots de la bouche. Et c'est ainsi que Sarah et Amaury se retrouvèrent le lendemain à Budapest. Ils étaient entrés en contact avec la famille d'accueil de Maya, qui avait accepté avec plaisir de les héberger. Ils se sont rendus à tous les endroits que Maya avait fréquentés ces derniers jours, avait refait plusieurs fois son dernier trajet présumé et avait interrogé les camarades et amis de Maya. Ils firent la connaissance d'Andras, un jeune étudiant et également ami de Maya, d'origine hongroise. Il leur avait rapporté un détail troublant. Il avait retrouvé le sac à main de la jeune fille sur le pilier du pont des Chênes, l'un des 2 grands axes franchissant le Danube à Budapest. Tout y était, son portefeuille, ses papiers d'identité et son téléphone portable. Il a retrouvé son sac à 3 heures du matin, le soir de la disparition, soit à peine une demi-heure après que Maya ait quitté la discothèque. Je l'avais mise en garde pourtant. Je lui avais dit de ne pas s'aventurer seule la nuit. Je lui ai parlé de la rumeur. Quelle rumeur? La rumeur au sujet d'Elisabeth Báthory. Elisabeth qui? Enfin, c'est quoi cette rumeur? Vous ne connaissez pas l'histoire de la comtesse sanglante? Je vais essayer de vous résumer. En Hongrie, le nom d'une femme résonne encore comme un effroyable écho aux pires atrocités dont l'humain est capable. En effet, le XVIe siècle a vu naître en son sein une des pires tueuses en série que la Terre ait jamais portée, Elisabeth Báthory. Plus de 650 meurtres recensés à son actif. Cette puissante comtesse hongroise vivait au château de Kastitse. Les accusations portées contre elle, que l'on surnommait alors la comtesse sanglante, furent aussi nombreux qu'épouvantables. Meurtres, tortures, cannibalisme. En plus des tortures physiques, la terreur qu'elle inspirait pouvait à elle seule faire perdre la raison. Elisabeth Báthory était une femme éduquée. Elle parlait plusieurs langues et était connue pour son esprit. Mais elle était également réputée très belle, avec un teint blanc lumineux, une peau douce et une superbe chevelure noire. En 1575, alors âgée seulement de 15 ans, elle épousa le comte Nadasdy, qui lui offrira le fameux château de Kastitse.
qui sera le théâtre de ses atrocités. Quelques années plus tard, celui que l'on surnommera le Chevalier Noir remportera de nombreuses batailles et développera ainsi un certain goût pour la violence extrême. Et ce serait d'ailleurs lui qui aurait, par effet de miroir, fait naître en notre comtesse son attrait pour la cruauté et la torture. Et c'est ainsi que nos deux amoureux échangeaient régulièrement des conseils épistolaires sur les meilleures méthodes de torture pour punir l'un ses soldats et l'autre ses serviteurs. S'ennuyant seule dans son château, alors que son mari était au combat, elle s'initia aux pratiques orgiaques et se découvrit un attrait pour les pratiques occultes et la magie noire, de quoi nourrir encore plus son esprit déjà bien malsain. En 1604, son mari décède et Élisabeth se retrouve alors plus puissante que jamais. Élisabeth était obsédée par l'immortalité et la beauté, prête à tout, absolument tout, pour faire perdurer son règne de terreur sur la terre avant de régner sûrement sur les enfers. Ses premières victimes seraient de jeunes paysannes de la région, attirées au château par des offres de travail bien payées pour être servantes. Plus tard, elle aurait commencé à tuer des filles de la petite noblesse envoyées chez elle par leurs parents pour y apprendre l'étiquette. Des rapts semblent aussi avoir été pratiqués. Elle aurait infligé comme supplice de longs passages à tabac entraînant souvent la mort, des brûlures et autres mutilations des mains, parfois aussi sur le visage et les parties génitales, des morsures atteignant des parties de peau du visage, des bras et du corps, une exposition au froid entraînant la mort, une mise à mort par dénutrition. Certaines légendes populaires véhiculent également l'idée selon laquelle la comtesse se serait baignée dans le sang de ses victimes pour conserver sa jeunesse. Elle finit par être dénoncée et un procès suivit. Plus de 300 témoignages accablants de victimes qui s'en sont sorties, mais aussi de personnes travaillant à son service, témoins de ses atrocités. Elle fut condamnée à rester assignée à résidence dans une seule pièce de son château, et ce, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Son corps fut découvert en août 1614, en état de décomposition avancée. Il semblerait que plus personne n'était venu s'enquérir de son sort depuis des années. Attends. Je ne comprends pas, il est où le rapport avec Maya? Pourquoi tu nous parles d'Elisabeth Bathory morte depuis des siècles? Parce que justement, il est là le problème. La rumeur dit que la comtesse sanglante ne serait jamais morte. Elle aurait fait enfermer une de ses servantes à sa place, qui lui ressemblait, en lui mettant ses vêtements. Elle avait réussi à convaincre cette servante de la libérer en lui promettant une véritable fortune qui lui permettrait de refaire sa vie dans un autre pays. Mais une fois dehors, elle l'a poussée dans sa prison improvisée. Elle a refermé la porte solidement, verrouillée par 7 cadenas, et elle a pris la fuite. Comme c'était la seule servante assignée à son service, personne d'autre n'est jamais venu la voir. Elle est donc morte et son corps a pourri, jusqu'à ce qu'un juge décide qu'on aille vérifier ce qu'il advenait d'elle. Elle était méconnaissable. Et ils avaient tous pensé que la servante en question l'avait tout bonnement abandonnée. Depuis, les disparitions de jeunes filles dans le pays et dans les pays voisins n'ont jamais cessé. Ok. Et les gens, donc, croient réellement que c'est Elisabeth Bathory qui est en cause. Sérieusement, on n'a pas de temps à perdre. Merci pour ton aide, mais on va continuer seul. Amaury et Sarah rentrèrent donc chez la famille d'accueil de Maya. Sarah était restée silencieuse depuis qu'Andras leur avait raconté cette histoire improbable. Déterminée à comprendre ce qui était arrivé à son amie, elle avait passé la soirée à se documenter sur l'histoire de cette Elisabeth Bathory. Les résultats de ses recherches confirmaient la rumeur dont Andras leur avait fait part, mais lui en apprenait davantage. Elle apprit dans un ouvrage très ancien qu'elle avait trouvé dans la bibliothèque de la famille d'accueil que le secret de la longévité d'Elisabeth Bathory était qu'elle avait passé un pacte avec les démons, troquant son immortalité contre le sacrifice de 10 jeunes femmes chaque année. Elle lut également que l'âme de cette comtesse sanglante avait tellement été souillée par ses atrocités et par son allégeance au malin qu'au fil des siècles, son apparence était devenue repoussant et terrifiant selon des témoignages de villageois l'ayant aperçue au courant du XIXe siècle. On dit également que son seul point faible, sa faille absolue, c'est d'être confrontée à son image. N'arrivant pas à dormir,
Elle sortit prendre l'air et sans s'en apercevoir, sans vraiment réussir à se souvenir comment elle était arrivée jusque-là, elle arriva jusqu'au pont des Chênes. Lorsqu'elle s'en rendit compte, elle entreprit de faire demi-tour, mais elle sentit ses membres se raidir. Elle n'arrivait plus à bouger. Une brume s'éleva alors tout autour d'elle, alors que la nuit était plutôt douce. Elle avait toute sa tête, elle était absolument consciente de tout ce qu'il se passait. C'est alors qu'elle vit arriver une forme qui semblait être une femme lourdement vêtue. Elle ne marchait pas, elle semblait glisser vers elle. C'est à ce moment-là que Sarah s'est évanouie d'effroi. Elle sortit de son sommeil involontaire pour découvrir qu'elle était dans une pièce sombre, les immenses fenêtres drapées de velours rouge vif, les murs ornés de tableaux aux représentations ésotériques. Les murs étaient décorés de motifs de fleurs de lys vert émeraude. Il lui fallut quelques instants pour émerger de son sommeil. Elle entreprit de découvrir les lieux. Elle avança fébrilement vers la porte qui donnait accès à une entrée imposante. Au milieu de cette entrée, un escalier immense dominait la pièce, qui donnait accès à un couloir très sombre. Elle continua sa visite des lieux, ne sachant toujours pas comment elle était arrivée là, ni même la raison de son enlèvement. Elle parcourut alors des pièces plus lugubres les unes que les autres. Elle remarqua que dans chaque pièce, les miroirs étaient brisés, de telle sorte qu'on ne pouvait rien distinguer. Il faisait froid, de plus en plus froid à vrai dire. Soudain, elle entendit des gémissements dans une pièce jouxtant celle où elle se trouvait. Elle crut reconnaître la voix de Maya. Alors elle s'y précipita. Maya? Maya, tu es là? C'est toi? Réponds-moi, Maya, s'il te plaît. Elle entra dans la pièce et découvrit une immense chambre d'époque, non moins effrayante que le reste du manoir, car de toute évidence, elle était dans un manoir. Elle entendait son amie, comme de loin, comme si sa voix était étouffée, mais elle savait qu'elle était dans cette pièce. Elle vit dans un coin une coiffeuse d'époque, là où les femmes s'asseyaient pour se faire coiffer par leur femme de chambre. Cependant, elle remarqua quelque chose d'étrange sur cette coiffeuse. Le miroir était retourné. Elle s'avança vers la coiffeuse et elle distinguait la voix de Maya plus distinctement. Elle retourna le miroir et remarqua qu'il était lui aussi brisé. Elle regarda plus attentivement et... Ce qu'elle vit lui fit faire un bond en arrière de terreur. Elle distinguait des visages dans le miroir brisé. Malgré le peu de verre qui restait encore, elle reconnut les traits de son amie bien-aimée, terrifiée. Elle cria de toutes ses forces. Lorsqu'elle vit une silhouette terrifiante entrer dans la chambre. Elle était vêtue d'une lourde robe de satin au col relevé. Ses cheveux, qui semblaient rêches comme de la paille, étaient cependant impeccablement relevés dans un chignon fait de nattes. Son visage ne semblait pas humain. Il portait les stigmates du mal. Sa peau était fripée. On aurait dit que la gravité s'était abattue sur les traits de son visage. Son teint blafard détonnait avec la décoration sombre de cette pièce lugubre. Elle s'approchait de Sarah, non pas en marchant mais en flottant, comme la silhouette qu'elle avait aperçue sur le pont avant de s'évanouir. Sarah, dans un élan de lucidité, sortit de l'intérieur de sa veste un miroir qu'elle avait toujours sur elle en cas de retouche maquillage. Et dire qu'on m'a toujours trouvée superficielle. Se dit-elle, heureuse d'avoir pour accessoire indispensable un tel objet. Prise de courage, elle s'avança vers la comtesse sanglante et lui dit « Attendez, s'il vous plaît. J'ai quelque chose d'important à vous montrer. » Sans vraiment croire que cela fonctionnerait. Elisabeth semblait réceptive. Elle esquissa un petit sourire malsain et s'arrêta. Sarah sortit le miroir et l'imposa au regard d'Elisabeth Bathory. Cette dernière se mit à hurler et à se cacher les yeux. Sarah savait qu'elle n'avait que quelques secondes pour s'échapper. Elle prit ses jambes à son cou et courut aussi vite que possible, sans savoir où aller. Elle aperçut une immense porte avec au-dessus des vitraux qui laissaient pénétrer une faible lumière. « Je suis sauvée, » se dit-elle. Elle fonça vers la porte, réussit à l'ouvrir, mais derrière cette porte, un mur fait de briques. Cette lumière alors, n'était-elle qu'un leurre ? Prise de désespoir, elle fit demi-tour, mais tomba nez à nez avec la silhouette qui, désormais, surpassait ses pires cauchemars. Elle s'approcha d'elle, toujours en flottant. Son sourire malicieux avait laissé place à une expression de colère. Elle attrapa violemment Sarah, la traînant par les cheveux. La pauvre jeune fille pleurait, hurlait à s'en étouffer, et puis plus rien.
Quelques heures plus tard, Elisabeth Bathory, après avoir pris un bain de sang qui la revigora, se dirigea vers sa coiffeuse pour saluer derrière son miroir brisé sa nouvelle compagne qui se débattait à présent auprès de son amie Maya.